On a d'un côté un explorateur, un vice-amiral, le tout premier anglais à avoir fait le tour du globe, et de l'autre, un pirate, un marchand d'esclaves, l'ennemi juré de l'Espagne. Aujourd'hui, on s'attaque à la figure ultra complexe et controversée de Sir Francis Drake. Alors plongeons tout de suite dans le vif du sujet. Pour les Anglais de son époque, c'était un héros national, un chevalier adoubé par la reine. Mais pour les Espagnols, ce n'était pas du tout la même histoire. Pour eux, c'était El Drac, le dragon, un pirate sanguinaire qui semait la terreur. Deux visions complètement opposées pour un seul et même homme. Et le voilà, l'homme en question. Faut s'imaginer, il est parti de rien. Fils de simple fermier, il est devenu l'une des personnes les plus connues et les plus riches de son temps. Une ascension absolument fulgurante, mais qui s'est construite sur des bases, disons, plus que discutables. C'est la question qui va nous guider. Et pour essayer d'y répondre, il faut remonter au tout début de sa carrière. Une carrière qui a démarré dans l'ombre d'un commerce particulièrement sombre. Ok, donc pour comprendre le personnage, il faut vraiment revenir à ses débuts. Parce qu'avant de devenir le grand corsaire de la reine, Drake a appris le métier de marin dans des circonstances qui, aujourd'hui, jettent une ombre immense sur son héritage. Drake a pris la mer très jeune, mais son apprentissage n'avait rien de classique. En fait, il a été formé par son cousin Sir John Hawkins, un nom qui, plus tard, deviendra tristement célèbre dans l'histoire de la traite négrière anglaise. C'est vraiment à ses côtés que le jeune Francis a fait ses armes. Et attention, on pourrait croire que c'était des opérations un peu secrètes, mais pas du tout. Bien au contraire, la reine Élisabeth Ier en personne soutenait ces voyages. Elle prêtait même des navires de la couronne, comme celui-ci, le Jesus of Lubeck. La traite des esclaves, à l'époque, c'était une affaire d'État. Le coût humain, lui, est juste effroyable. On estime qu'environ 1200 Africains ont été capturés et vendus comme esclaves durant les expéditions auxquelles Drake a participé. C'est ce chiffre absolument brutal qui nous montre comment il a commencé à construire sa fortune. Mais voilà qu'un événement va tout changer. Après une attaque surprise des Espagnols à San Juan de Ulua, qui a quasiment anéanti sa flotte, la carrière de Drake prend un virage à 180 degrés. C'est fini la traite. Il se lance dans une vendetta personnelle et très rentable contre l'Empire espagnol. Et cette vendetta va le mener à son plus grand exploit, faire le tour du monde. Mais il faut bien comprendre que cette expédition, c'était en réalité une mission de piraterie à très grande échelle. À l'époque, l'Angleterre était beaucoup moins forte que l'Espagne. Alors, elle utilisait des corsaires comme Drake, un peu comme des armes économiques, pour affaiblir son grand rival. Donc en 1577, Drake quitte l'Angleterre. Mission secrète, aller piller les colonies espagnoles sur la côte Pacifique, une zone que les Espagnols considéraient un peu comme leur chasse gardée. Et son navire, le Golden Hind, va devenir une véritable légende. Mais ce voyage a aussi révélé un côté très sombre du personnage. En plein milieu de l'expédition, Drake soupçonne son propre ami et co-commandant, Thomas Doughty, de mutinerie. Il organise un procès éclair sur le pont du navire et le fait décapiter. Ça montre bien le côté impitoyable de l'homme. Par contre, d'un point de vue financier, l'expédition est un succès phénoménal. En pillant les trésors espagnols, Drake a amassé une fortune absolument colossale. Pour se donner une idée, en monnaie d'aujourd'hui, ça ferait près de 170 millions de dollars, ce qui fait de lui, oui, l'un des pirates les plus riches de tous les temps. Et alors, quelle est la récompense pour tout ça? À son retour en 1580, loin d'être jeté en prison pour piraterie, il est acclamé en héros. La reine Élisabeth monte elle-même à bord de son navire pour l'adouber chevalier. Elle lui offre même ce bijou en cadeau. La piraterie au service de la couronne s'était non seulement acceptée, mais c'était célébré. Ce statut de héros national va atteindre son sommet absolu quelques années plus tard, au moment où l'Angleterre va faire face à l'un des plus grands dangers de toute son histoire. Nous sommes en 1588. Le roi d'Espagne envoie une flotte gigantesque, l'invincible Armada, pour écraser l'Angleterre protestante. C'est une menace existentielle. Et qui est-ce qu'on nomme vice-amiral de la flotte anglaise pour défendre le pays? Eh oui, Sir Francis Drake, l'ancien pirate. Il y a cette anecdote célèbre, probablement fausse mais qui en dit long. On raconte que Drake jouait tranquillement aux boules quand on est venu lui annoncer l'arrivée de l'Armada. Sa réponse: on a le temps de finir la partie et de battre les Espagnols après. Le flegme britannique à son maximum. C'est ce genre d'histoire qui a forgé sa légende. Dans la bataille, Drake a joué un rôle absolument crucial. Les Anglais ont eu cette tactique géniale et terrifiante, utiliser des brûlots, c'est-à-dire des vieux navires qu'ils ont remplis de matière inflammable auxquels ils ont mis le feu avant de les envoyer s'écraser sur la flotte espagnole. Ça a créé une panique monstre et a complètement brisé leur formation. La victoire était assurée. Après un tel triomphe, on pourrait se dire que sa place de héros est garantie pour l'éternité.
Pourtant, la fin de sa carrière, et surtout le regard que l'on porte aujourd'hui sur son passé, raconte une toute autre histoire. En fait, ces dernières années sont une succession d'échecs. Sa propre tentative d'armada contre l'Espagne est un fiasco total. Il meurt finalement de maladie en 1596, loin de sa gloire passée. Et plus récemment, son passé de marchand d'esclaves l'a rattrapé. On a commencé à déboulonner ses statues, à renommer des lieux, bref, son héritage est sérieusement remis en question. Au final, on se retrouve donc avec ce portrait en deux parties. D'un côté, le héros, l'explorateur de génie, le sauveur de l'Angleterre, et de l'autre, le criminel, le marchand d'esclaves sans scrupules, le pirate impitoyable qui n'hésite pas à exécuter ses propres hommes. Du coup, la question de départ reste entière. Comment doit-on se souvenir d'un personnage comme lui? Est-ce qu'on doit le juger avec nos valeurs d'aujourd'hui? Était-il un héros, un criminel, ou peut-être simplement un homme extraordinairement ambitieux et brutal qui était le pur produit de son époque, une époque elle-même incroyablement violente? La réponse, évidemment, est loin d'être simple.